Je rappelle la formule des rencontres où on discute pendant une demi-heure, 3/4 d'heure avec notre invité. Moi, je vais poser mes questions. Évidemment, vous préparez les vôtres également. Après, on se retrouvera vers la caisse pour la dédicace des DVD, des affiches. On a même des tote bags, les rencontres d'après-minuit qu'on a fait. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc on est très heureux ce soir d'accueillir Yann Gonzalez. Merci d'être venu. Alors, tac, le micro est là. Parce qu'on enregistre. Voilà. Alors, est-ce qu'il est allumé ? Vas-y, là c'est bon. Là, c'est bon. Okay. Et oui, Yann, voilà, on te croise, je ne sais pas si c'est souvent, mais régulièrement à la boutique. Je sais que tu aimes bien notre lieu. Le travail qu'on essaye de faire en proposant une large variété de DVD, des raretés, des films qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis il y a un autre lien avec Potemkin, c'est qu'on avait édité et distribué en salle les rencontres d'après-minuit avec un très beau coffret. Ouais, c'était ton premier long métrage. Magnifique coffret, ouais. Ouais, on avait fait coffret. Ça. Un magnifique combo. Ouais. Blu-ray, DVD, BO. Et puis la BO du film par M83. On dit comment? M83. On peut dire M83. M83, d'accord. Ok. Et donc voilà, pour nous ça avait été un chouette moment, pour moi une belle découverte parce que je connaissais pas, j'avais pas vu tes courts métrages. Et puis là, on a en avant-première le DVD d'un couteau dans le cœur, ton deuxième long métrage qui était à Cannes, dont on a beaucoup parlé, dont on va parler ce soir. Mais avant ça, moi j'aime bien commencer la discussion aussi, savoir un peu d'où tu viens cinéphiliquement. Je sais que t'es plutôt, tu as commencé par le journalisme, je crois, l'écriture. Tu as étudié un peu le cinéma, mais comment, déjà, tes premières images de cinéma, comment est-ce que, on découvre ça? Parce qu'on sent que dans tes films, c'est quelque chose d'important. L'image de cinéma, le lieu de la salle de cinéma, et tout ça a été quelque chose d'assez formateur pour toi. Donc déjà, si on revient très tôt, ça remonte à quand une première image ou un premier choc de cinéma? Faut revenir jusqu'à Bambi ou non, t'es pas obligé, non, okay, parce que c'est Bambi, Blanche-Neige, voilà. Non, après les premiers chocs, je pense que c'était essentiellement des films de genre, des films d'horreur, et puis voilà, des films que j'avais pas forcément le droit de voir et que je voyais un peu en douce. Mais que tu découvrais quoi? Ouais, que je découvrais à travers des images, des extraits qui passaient à la télévision, juste des petites images sur les programmes télé qui tout à coup me saisissaient en fait, à la fois d'effroi et de curiosité. Ouais. Donc il y avait ce fantasme en fait, ce fantasme des films qui se faisait par l'intermède des images que je pouvais collecter. À l'époque, il n'y avait pas Internet. C'était non, la VHS. Non. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'était aussi exactement les bacs VHS dans les vidéoclubs, qui m'intriguaient beaucoup, quoi. Et le film de genre tout de suite, les films de. Ouais, parce que je sentais que c'était là que les films d'horreur. Quelque chose d'interdit, de subversif se jouait. Et du coup, c'est ça qui me titillait. Ouais. J'étais un enfant pervers. déjà. Et donc, comment le cinéma est venu, ou s'est imposé, ou est venu à toi, où tu t'es dit tiens, j'ai peut-être envie de faire des films, de raconter des histoires. Assez vite, un peu comme beaucoup d'enfants, je faisais des petites vidéos amateurs avec mes potes, pas porno, mais des petits films d'horreur un peu, un peu fauchés, enfin complètement fauchés, qu'on tournait en une après-midi avec en VHS. Tu restais donc très fidèle aux gens. J'étais entouré d'amis qui étaient aussi passionnés de genre au collège. En fait, ça commençait vraiment au collège. J'achetais ma Movies depuis mes 12 ans, quoi. Donc j'ai vraiment été biberonné au cinéma de genre. Et pour moi, c'était le seul continent de cinéma, en fait. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait exister jusqu'à 14-15 ans, où j'ai commencé à découvrir d'autres films. Mais pendant 2 ou 3 ans, j'ai regardé quasiment que des films d'horreur fantastiques. Ouais. Et une question pour quelqu'un qui n'est pas forcément fan absolu de films d'horreur, ça fait pas peur, ça fait rire. Moi, j'ai des amis fans. Ça fait rire, ça excite. Il y a aussi la pulsion érotique.
c'est parce que il y a souvent la mort et le sexe qui sont liés dans ces films. Et puis donc ouais, ça charrie plein d'images étranges, excitantes, sexuées. Donc ouais, pour un enfant de 12-13 ans, c'est oui, c'est chargé, quoi. Ouais, c'est chargé, mais dans le bon sens. Je pense que ça ouvre aussi l'imaginaire et c'est c'était hyper stimulant de voir tout ça à un très jeune âge, en fait, de commencer à découvrir le cinéma un peu par la bande, par la contrebande. Et quand tu es ado, ou quand tu découvres pas les grands réalisateurs, mais non, parce qu'il y a aussi des grands réalisateurs de cinéma, voilà. de genre. Mais disons, le cinéma classique. Il n'y a pas de hiérarchie, justement. Voilà. Dans tes films, il y a une mise à plat comme ça du cinéma de genre, du cinéma classique. Mais oui, mais parce que j'y crois, parce que je pense qu'il y a autant de beauté chez Argento, chez Bava, ou que chez Antonioni, ou pour citer que les Italiens, par exemple, ou Fellini, quoi. Voilà, ou Fulci. Pour moi, c'est le même sentiment de poésie, les mêmes visions, les mêmes des grammaires de cinéma très très différentes, évidemment, mais des épiphanies partout, quoi. Donc pourquoi mettre Antonioni et Fellini sur un piédestal noble, alors que les autres sont relégués un peu au bas-fond, plus maintenant, plus aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui il y a la jeunesse a compris que la culture un peu considérée comme de seconde zone dans les années 70-80, en fait elle est aussi forte et peut-être encore plus que celle qui était considérée comme noble à l'époque, quoi. Et comment tu expliques que ce cinéma-là maintenant parle à une génération? C'est comme si ça avait sauté une génération et ce cinéma des années 70, 80 parle à la génération d'aujourd'hui aussi. Il y a cette passerelle. Il parlait à la mienne, hein, mais, mais après peut-être de façon plus souterraine, peut-être, effectivement. Alors qu'aujourd'hui, quand je discute avec des étudiants de cinéma, par exemple à la FEMIS, tous me disent que ils veulent faire du cinéma de genre. Pas tous, évidemment, mais une grande majorité. Ceux qui vont vers toi, quoi. Oui, peut-être aussi. Non, mais ils me racontent un peu ce qui se passe aussi dans leur classe, autour d'eux, et c'est vrai que je crois que la FEMIS est un peu dépassée parce qu'il y a un vrai désir de cinéma de genre, de cinéma fantastique, et que du coup ils n'ont pas forcément cette culture-là dans l'enseignement de la FEMIS, et que ça les dépasse, ça dépasse un peu. Et c'est ça qui est excitant. Moi, j'ai hâte de voir ce que tous ces jeunes gens vont faire. Ce que ça va donner. Je crois qu'il y a une question déjà. Ah oui, pardon. Oui, mais justement, ça c'est une question que je me pose beaucoup. Est-ce que en fait ces notions de cinéma de genre, ce ne sont pas des termes qui sont un petit peu galvaudés, car après tout, chaque film appartient au moins à un genre. Non, mais c'est vrai, le drame aussi, c'est un genre. Le drame intimiste, ça peut être considéré comme un genre. Pierrot le Fou, c'est un road movie. Bon, alors disons le cinéma d'imaginaire, c'est-à-dire le cinéma de fantastique, le cinéma d'horreur, le cinéma de science-fiction. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse en fait dans le genre, parce que par exemple le western, moi ça m'intéresse pas beaucoup, un peu en tant que cinéphile, mais pas en tant que cinéaste. Je pense que je pourrais jamais faire un western, mais ce raffinement du coup de l'imaginaire en fait. Ouais, en cinéma d'imaginaire, moi ça me va très bien, c'est très bien. Et puis ça vient encore plus casser un peu faire une fracture avec le cinéma français, et 90% du cinéma français qui est vraiment un cinéma plus naturaliste, plus ancré dans le réel. Donc oui, je trouve que le cinéma d'imaginaire c'est plus frappant effectivement que le cinéma de genre qui devient un peu je vois ce que tu veux dire, effectivement. Si on reviendra à cette opposition cinéma naturaliste et cinéma de l'imaginaire comme tu proposes, mais je sais qu'une rencontre importante que tu as fait, c'était tu as rencontré Nicole Brenez. Tu as pris des cours avec Nicole Brenez. C'était ma prof à la fac. C'était ta prof à la fac, et ça t'a ouvert, qui est spécialiste du cinéma expérimental, et qui t'a ouvert aussi à un univers assez large. Oui, c'était. Je pouvais pas rêver mieux comme professeur et comme guide à travers les images.
Donc Nicole Brenes, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une grande théoricienne du cinéma, pas seulement du cinéma expérimental, mais du cinéma en général. Écrit des choses brillantes sur Godard, sur Ferrara, sur De Palma, sur Eisenstein, enfin sur tellement de gens. Et elle programme à la Cinémathèque, est toujours professeure, et elle programme tous les programmes expérimentaux en fait, de la Cinémathèque, c'est elle qui les programme. Et donc quand on arrive à 20 ans à Paris, débarqué fraîchement de sa province, alors oui, le cinéma underground, moi déjà ça m'intéressait, j'avais pas accès aux films, donc c'était des films dont je rêvais, que je rêvais de voir. J'avais le bouquin de Dominique Noguez sur le cinéma expérimental, donc je lisais toutes les descriptions des films, à la fois les classiques de Kenneth Anger, de Maya Deren, mais aussi les choses plus obscures comme les films de Grégory Markopoulos par exemple. Et cela, ça me donnait tellement envie de voir ça, quoi. Et donc je débarque à Paris, et à Paris 1, la seule fois qu'il m'ait accepté, et je tombe sur Nicole Brenes qui ouvre tout à coup un continent de cinéma absolument inouï, parce que on avait des extraits de films de De Palma, on travaillait sur Ferrara, on travaillait sur l'expérimental, c'était une manière d'appréhender les régimes d'image, les différents régimes d'image, et de les mettre un peu au même niveau, en fait. L'égalité. Et est-ce que quel réalisateur du cinéma expérimental t'a particulièrement marqué dans sa capacité à casser les codes, à être libre? Il y en a beaucoup. J'en citerai deux qui sont vraiment des cinéastes classiques. Je citerai Kenneth Anger, qui voilà, pour le coup, c'est vraiment le cinéaste de l'imaginaire, de l'occulte, de la magie. Donc ça produit des images fascinantes. Chaque photogramme est d'une beauté incroyable, quoi. Donc Et puis là, la capacité de subversion était immense, parce qu'à l'époque où ces films sont sortis, plutôt il y en a pas mal qui sont pas sortis, justement, ou qui sont pas. Puis c'est des films chargés de mystère, d'érotisme, d'étrangeté. Enfin, c'est tout ce qui me plaît au cinéma. Et puis c'est quelqu'un qui n'a fait que des courts-métrages toute sa vie, et qui pourtant est un des grands maîtres du cinéma contemporain, quoi. Et puis un autre que j'adore, qui est un peu moins connu, qui s'appelle Jordan Belson, qui fait des films essentiellement cosmiques, en fait. C'est des films... si on pouvait les rapprocher de quelque chose, ça serait toute la partie cosmique de 2000 ans, l'Odyssée de l'espace. C'est que des films sur des cosmos, des planètes étranges, et on voyage dans l'espace, en fait, et dans d'autres dimensions pendant 10-15 minutes avec Belson, quoi. C'est un cinéma purement formel, en fait. Et c'est un format de court-métrage aussi, ou c'est... Oui, ça qui varie entre 5 et 20 minutes, je pense, quelque chose comme ça. Même 20 minutes, je suis même pas sûr, je pense que c'est vraiment de 5 à 15. Et c'est des mini épiphanies cosmogoniques, quoi. En fait, c'est sublime. Toi, quand chargé de tout ça, quand tu t'es mis à faire tes films, il était clair que tu n'allais pas faire des films dans cette même tradition du cinéma français naturaliste, que tu allais aller du côté de l'imaginaire, Oui, après, en même temps, il y a des films naturalistes qui me passionnent, attention. Je trouve que Piala est un immense cinéaste. J'adore le cinéma de Garrel aussi. Après, est-ce que Garrel est vraiment naturaliste ? Je suis pas sûr. Il faudrait redéfinir un peu la notion de naturalisme. Mais, oui, et puis quelle période de Garrel aussi ? Pardon ? Quelle période de Garrel aussi ? Oui, surtout, effectivement, les premiers. Plus du côté de la cicatrice intérieure ou du berceau de cristal que des tout derniers, même si je trouve qu'il y a encore des choses magnifiques aujourd'hui, mais c'est plus le cinéma des années 70-80 de Garrel qui me touche, quoi. Et au moment, toi, de faire tes films, donc tu vas plutôt puiser du côté de ces et du genre et de cet imaginaire-là, de quelque chose. Je revoyais les rencontres. Quelque chose de très cosmique aussi, quelque chose par rapport à la lumière, mais même formellement, quoi. Il y a quelque chose de très on n'est pas dans une réalité, il n'y a pas un refus du réel. On est dans une réalité, mais une réalité un peu parallèle, un peu décalée par rapport au monde quotidien. Mais pour moi, un film ne peut pas se faire sans forme, sans idée formelle. Et alors, toujours des idées formelles, évidemment connectées au sentiment des personnages, ça c'est essentiel. J'aime pas
les élans formalistes trop gratuits, même si parfois dans l'abstraction pure, comme chez Belson par exemple, c'est que de la forme, et en même temps ça raconte quelque chose d'une autre dimension qui est vraiment d'une telle puissance sensorielle, je dirais. Mais oui, je ne peux pas imaginer un film sans un minimum de direction artistique et de forme, de soins apportés à la forme. C'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Ouais. Et ça, c'est présent, évidemment, là je pense au couteau dans le cœur, dès l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a c'est vraiment une succession. Raconte-nous un peu comment est-ce que tu travailles, comment tout ça s'articule. Parce que ça pourrait faire pchit, quoi, de passer d'un univers à l'autre, ou ça pourrait dérouter. Oui, mais il y a un personnage qu'on suit sur tout un trajet, et donc c'est vraiment suivre le personnage comme un fil rouge, et ne pas le lâcher d'une semaine. Moi j'écris un scénario comme ça, j'écris un scénario en suivant mes personnages et en me laissant guider par mes personnages, et là on était deux à écrire le scénario. C'est coécrit avec un garçon qui s'appelle Cristiano Mangione, et voilà, on s'est amusé à se laisser surprendre en fait par notre héroïne. C'est parce que c'est vraiment elle qui mène le jeu tambour battant, quoi, pendant toute la narration. Quand toi tu es dans l'écriture de son scénario, tu penses déjà à des comédiens, tu penses déjà à des visages, il y a déjà des visages qui sont présents, ou sont des personnages qui... c'est toujours beaucoup plus facile quand on imagine un comédien dans la peau d'un personnage, parce qu'on se laisse aussi guider par une voix, par un physique, par une attitude, et on commence à fantasmer le film tel qu'il va être de manière concrète. Donc c'est génial. Oui, j'avais Kate Moran en tête dans le rôle de Loïs dès le début, Nicolas Maury aussi. Ça, ce sont tes comédiens oui, enfin des comédiens. Non, pas tes comédiens, mais c'est vrai qu'on les associe à ton univers aussi, parce que bien évidemment ils ont fait d'autres choses, mais dans ton univers tu leur donnes une place quand même qui est un peu plus personnelle, intime, je sais pas. Voilà. J'ai envie qu'ils soient beaux, que ce soit des personnages puissants. Tu en prends soin, quoi. Il y a quelque chose. Oui, mais ça c'est normal. Enfin, c'est la moindre des choses quand on travaille avec des acteurs, c'est de prendre soin de chacun de ces acteurs et même de ses figurants. En fait, c'est hyper important. Qu'il y ait de la place pour tout le monde, et qui est évidemment pas pour tous les figurants parce que c'est compliqué. Mais c'est vrai que les figurants du film, par exemple, ont été choisis scrupuleusement aussi. Parce que c'était hyper important pour moi. C'est des gens qui font partie du tableau du film, du cadre du film. Et du coup, j'ai passé énormément de temps à trouver les bons figurants. Pas tout seul, j'étais aidé. Mais trouver les bons figurants, notamment pour la scène dans le cinéma. Très belle scène. Très belle scène. Un très bel hommage. Et puis, je sais pas, ça nous renvoie aussi à... Pour ceux qui ont vu le film, la scène de fin dans la salle de cinéma où se rend le personnage principal, et moi ça m'a fait penser à des films de Jacques Nolot, à des films à Simone Barbès, tout cet univers-là est quelque chose qui a aussi disparu, ce rapport-là à la salle de cinéma, à la pellicule, à ces couleurs, ça c'était important pour toi aussi. C'était important, d'autant qu'on a vraiment respecté tout le processus analogique, et c'est des films qui sont projetés en 35 en vrai dans le cinéma. C'est quand même hallucinant de parler aujourd'hui de 35 alors que c'était il y a 7-8 ans encore. Oui, il y a 7-8 ans, on a l'impression de parler du début du siècle. Je sais. On s'est habitué tellement vite au numérique, et voilà, c'est vrai que pour moi je mets un point d'honneur à tourner tous mes films en pellicule. À part 2 courts-métrages, parce que vraiment il n'y avait pas d'argent du tout et c'était pas possible d'en avoir plus. Mais sinon j'ai tourné tous mes films en pellicule. Et là on a respecté tout le processus. Il y a une table de montage 16 mm, donc on a tourné en 16 avec des films développés en 16 qui passent sur la table de montage, et on a projeté en 35. On a ramené un projecteur 35 dans la salle pour vraiment avoir ce côté argentique de la projection qui pour moi était vraiment très important, quoi. Je reviens au personnage, au casting, au personnage principal, Vanessa Paradis. Toi, à l'écriture, c'était tu pensais à elle, quoi. Il y avait quelque chose comme ça. Tu disais, ce serait bien que ce soit. Non, j'ai pas pensé. Où il y avait un plan B, où il y avait un. J'ai pas pensé à elle tout de suite. Je pensais d'abord à une autre actrice qui a dit non, mais je suis ravi qu'elle ait dit non, parce que voilà. On saura pas son nom. Non. Mais c'est tant mieux. Enfin, parce que vraiment, aujourd'hui, je pourrais pas rêver mieux que Vanessa pour jouer ce rôle, quoi. Moi, je suis hyper impressionné par ce qu'elle fait dans le film, et puis voilà, c'est une personne magnifique en plus. Et le fait de donner à quelqu'un un rôle qui est complètement
opposé à sa personnalité. Le fait de donner à quelqu'un comme Vanessa Paradis un rôle qui est complètement, qui semble en tout cas opposé à sa personnalité et complètement différent des rôles qu'elle joue habituellement. On la connaît comme plutôt une jeune fille fraîche que tout le monde désire. On l'a fait danser, on l'a fait jouer les femmes fatales. Pourquoi est-ce que tu as voulu lui... pour moi, vraiment, j'ai le même âge que Vanessa Paradis, donc j'ai grandi avec elle, enfant star, et c'était une fille. En tant que fille, elle m'énervait beaucoup. Il paraît qu'elle se faisait harceler à l'école ou même dans la rue, les filles lui tiraient les cheveux. Je pense qu'elle dégageait quelque chose déjà d'assez subversif en fait. Même dans Jeu de taxi, son premier clip, elle a 14 ans, elle parle de la nuit, elle parle d'un taxi qui arpente la nuit. C'est fou pour une jeune fille de 14 ans de chanter ça, et quelque chose de très érotique dans sa façon de danser, d'être nonchalante, de chanter sans avoir l'air d'y toucher aussi. Cette distance en fait que je trouve très belle dans ce premier clip, et qui raconte quelque chose de son rapport à l'imaginaire pour moi dès les premières images, quoi. Et je pense qu'il y a chez elle, c'est quelqu'un de tellement sensible en fait qu'il y a aussi de l'excès, il y a aussi de la passion, il y a aussi quelque chose. Enfin, je sentais un coffre possible pour jouer ce personnage. J'ai jamais eu de doute là-dessus. Et puis ça m'excitait aussi je trouvais ça c'était comme un challenge, effectivement, de penser à ce corps très 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 frêle, très très mince, et sortir des émotions comme ça très très puissantes. Je trouvais que c'était un beau pari, quoi. La décoloration, c'est toi qui lui as demandé ? Ouais. On avait envie, on imaginait blonde, platine, et c'était. Voilà, pour nous, c'était une manière de composer le personnage aussi dès le départ, quoi, de trouver un look, peroxydé, et puis l'impair vert bouteille, et les bottes rouges. C'est l'armure du personnage. Et ça fait partie de la direction d'acteur pour moi. C'est aller chercher les éléments qui vont constituer un personnage et qui vont raconter quelque chose d'un personnage et de ses émotions. Il y a un rapport, je trouve, à une construction de l'icône, d'aller chercher ces personnages, cette icône des années 80, et de les importer dans le film ou de les rendre vivantes. Ça, c'est très important pour toi. Je pense aussi au générique de fin. Il y a toute un rapport là assez sacralisé, une sorte de cérémonie comme ça, une façon de présenter un personnage, de le mettre en scène, de lui créer une sorte d'écrin comme ça. Ça, c'est important pour toi Oui, c'est inviter quelqu'un dans un monde. Le metteur en scène est là pour créer un monde, et l'acteur est invité dans ce monde, et le partage pendant 2 mois avec le metteur en scène. Ouais. C'est inviter toute une équipe et tout un casting à faire partie de ce monde pendant 2 mois, et c'est ça qui est génial quand on fait un film. C'est très enfantin en fait. C'est élaborer une fiction, élaborer un monde, et inviter tous les copains, tous les copains à participer au jeu, quoi. C'est un grand jeu en fait. C'est un grand jeu. On va peut-être préparer l'extrait. S'il y a des questions, déjà. Oui. Merci. En fait, je ne sais pas s'il y a j'ai l'impression qu'il y a des références à Zulawski dans le film, mais je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est à Cosmos notamment. Parce que je ne connais pas beaucoup de Zulawski, j'ai juste vu l'importance d'Aimé et Cosmos. Et du coup, j'avais l'impression qu'il y avait des points de référence, mais voilà, c'est tout en fait. Je sais pas si... Il y a Jonathan qui joue le tueur et qui est le héros de Cosmos, qui était là tout à l'heure, je sais pas s'il est encore là, ou s'il a disparu. Il est juste derrière là-bas. Moi, j'ai pas connu Zulawski, mais Jonathan, vous pourrez vous en parler beaucoup mieux que moi, parce qu'il a vécu sur le plateau de son film pendant 2 mois. Mais il y a quelque chose chez Zulawski de l'ordre de la fièvre qui... La fièvre, la rage, le sentiment poussé dans son excès, qui effectivement me parle. Et puis c'est quelqu'un qui a pas peur d'en faire des tonnes en fait, qui a pas peur d'être lyrique, qui a pas peur d'être bigger than life, comme on dirait en anglais, quoi.
ou over the top pour reprendre un anglicisme. Mais c'est ça qui me plaît chez Zulawski, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du ridicule en fait, qui n'a pas peur du grotesque et qui va à fond dans l'émotion en fait, droit dans l'émotion. Donc parfois ça casse ou ça passe ou ça casse, parfois c'est un peu ridicule et souvent c'est sublime en fait. C'est ça qui me plaît. Pour moi c'est une vraie leçon. C'est ne pas avoir peur et aller chercher l'émotion comme un cheval fou. C'est vraiment la leçon de Zulawski, ouais. Tu poses la question de la référence, de l'hommage. Moi, ce que j'aime dans ton film, c'est que on sent les hommages ou les réalisateurs qui ont vraiment, ou les cinémas qui ont vraiment été très importants pour toi, et en même temps, c'est pas pesant. C'est pas une sorte de clin d'œil. C'est pas ça se fond comme ça dans ton univers et c'est assez. Je veux pas que ça empêche les gens d'entrer, les gens qui connaissent pas ces films. Voilà. Je veux pas que ça les empêche d'entrer dans le film. Il n'y a pas un barrage. Il n'y a pas un barrage genre, je comprends pas ce qu'il est en train de dire, ou le clin d'œil, ou la scène à laquelle il se réfère. Non, ça me sort pas du tout du film, mais en même temps. C'est comme des petits cadeaux en plus pour les gens qui connaissent ces films, mais ça va pas au-delà. Et puis voilà, c'est des cadeaux qui me. C'est des images qui me travaillent et que je mets de manière très très naturelle dans mes films. Mais encore une fois, il faut vraiment que ça soit connecté au personnage et elles n'arrivent pas comme ça par hasard. Oui. C'est ce qu'on ressent, qui est assez juste et assez doux en fait. C'est-à-dire que c'est presque l'essence ou l'état d'esprit, et en même temps c'est au service du personnage. Ouais, puis et en même temps c'est vraiment un amour que tu as eu pour ces films-là. Bien sûr, et puis dans l'absolu c'est aussi une invitation aux gens qui ne connaissent pas ces films d'aller les découvrir, peut-être grâce au mien. Ça c'est génial, si ça permet à certains jeunes cinéphiles de tout à coup découvrir tous les films de Fulci ou de Jacques Nolot par exemple, que tu citais tout à l'heure. C'est fantastique. Mais est-ce que tu n'as pas eu peur d'embrouiller le spectateur ou de le perdre parce qu'il y a des scènes oniriques, il y a des scènes, il y a le moment dans la réalité qui glisse sur le tournage et tout ça, il y a des mises en abîme successives. C'est tellement jouissif d'être perdu au cinéma, et on est dans un cinéma aujourd'hui où il faut tout le temps être guidé et tout comprendre, et tout doit être littéral et expliqué, les messages doivent être bien clairs et bien pensants. Donc c'est super de se perdre et que le film soit un peu chaotique, Mais tu t'es posé cette question, ou même au montage, tu t'es dit tiens là peut-être. On a envie de rester connecté au personnage, donc il ne faut pas trop perdre le spectateur non plus. Mais après qu'on se perde et qu'on soit un peu comme dans un tourbillon d'images et que tout à coup on ne sache plus vraiment où on est, ça c'est génial. J'adore. Ok, on va. Alors le temps que la lampe chauffe, on a encore 2 minutes. Il y a des questions. C'est plus général et théorique, donc je ne sais pas si... Bonsoir. Bonsoir, pardon. C'est la question du naturalisme. Ouais. Moi, j'aime pas du tout le cinéma réaliste non plus, et je suis absolument d'accord qu'on ne fait pas assez confiance aux spectateurs pour les laisser imaginer en fait leur propre interprétation. Donc ça va au-delà du fait que le film repose sur l'imaginaire, mais je pense que le film doit en plus susciter l'imaginaire des gens. C'est pas pareil. On peut le conduire par l'imaginaire aussi et le diriger. Donc mon truc, c'était un cinéma naturaliste. C'est pas forcément sur le contenu. C'est le traitement qui fait que ça va pas l'être, ou que ça va l'être. Je veux dire, les films de Bresson, c'est des contenus assez du quotidien, je veux dire. Oui, et ça n'y a pas plus stylisé que les et c'est ça qui va faire, je pense. C'est pour ça que je dis, c'est pas forcément les films de genre qui sont souvent sur le contenu. Non, disons qu'on peut dire que c'est l'affirmation d'un regard, hein, ne pas avoir peur d'affirmer son regard de manière très très singulière, très très spécifique. Et Bresson, Mais je veux dire, il faudrait faire d'autres catégories, parce que les films de genre, c'est plutôt lié au contenu et pas à leur traitement. Il faudrait faire d'autres. Mais pour moi, tout est tellement poreux. De toute façon, moins on parle de catégories et mieux on se porte, quoi. Bien sûr. Donc, effectivement, c'est une facilité aujourd'hui de parler de. Mais c'est bien de remettre aussi les pendules à l'heure, parce qu'on critique souvent le formalisme, par exemple. Or, souvent, pourquoi on critique le formalisme ? Parce qu'il y a un déficit au niveau des idées. C'est pas à cause des formes. Donc, je veux dire, on critique pas les films insignifiants formellement en disant qu'ils sont idéalistes. Oui, non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est des choses importantes de préciser. Merci. On va passer l'extrait on a choisi l'extrait du commissariat, peut-être si on recontextualise, s'il y a recontextualisé ou pas. C'est le moment. C'est après une première scène de meurtre dans laquelle l'héroïne est convoquée dans son commissariat. L'héroïne qui est donc productrice de films porno gays.
à la fin des années 70 à Paris. D'accord. Oui, c'est moi. Inspecteur Morcini, quai des Orfèvres. On cherche à joindre Anne Parel. On a déjà essayé chez elle et à son bureau. Anne, réveille-toi. Vous savez où elle doit se trouver? Elle est ici. Je peux savoir de quoi il s'agit? C'est au sujet de Jean-Marie Duvernay. Jean-Marie Duvernay. Carl. Carl venait de tourner dans un de mes films. C'était la 7e ou 8e fois, je sais plus trop. La première, c'était il y a environ 2 ans. Quel genre de film exactement? Oh, arrêtez votre charme, faites pas le coup des types qui sont pas renseignés. Mais peut-être que ça vous excite de l'entendre de la bouche d'une femme. Votre acteur a été poignardé à plusieurs reprises dans le rectum. Une mort particulièrement violente. L'autopsie est en cours, on en saura davantage d'ici 2 ou 3 jours. Il était comment ce Carl? Il y avait des ennemis? Madame? Je sais pas, je le connaissais pas si bien. Mais sur le plateau, il était du genre insatiable. Il aimait ça, c'est sûr. Il y a un mois de ça, j'ai débarqué en pleine scène d'orgie. Il y avait 5 mecs autour de Carl. Et lui passait d'un type à l'autre. Les yeux illuminés. À la merci de ses partenaires comme possédés. Vous savez, quand on s'oublie avec l'autre, les autres, qu'on sait plus où on est, ça vous est jamais arrivé. Une forme d'amour en quelque sorte. Puissant, vorace, sans limite. S'il y a quelque chose de vorace dans cette pièce, c'est bien ta bouche. Et ton joli coup dans ton ampère. T'es venu pour nous provoquer, Vicious. C'est la flicaille qui t'excite? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu viens en tant que témoin d'un meurtre et me traites comme la dernière des traînées. Calme-toi, ma belle. On sait très bien que t'en as autant envie que nous. Laissez-moi, je vous en prie. Dis-nous tout ce que tu sais. Tu étais très intime avec Carl. C'était ton amour. N'est-ce pas? Dis-le-le. Susurramelo. Dígamelo hacia Carl. Non. Oui, c'est vrai. Il me baisait. Il me baisait du soir au matin et je jouissais comme une folle. Une folle. Prenez-le entre la corde. Ce milieu porno gay des années 70, comment tu t'es informé un peu autour de, parce que je crois que tu as fait une petite recherche quand même sur ce qu'il en était et sur ce qui se faisait à l'époque, quoi. Ouais, j'ai vu quelques films parce qu'il y avait une production assez importante de films porno gays en France. Je pense que c'est la production la plus importante après la production américaine, dans ces années-là, en tout cas. Et c'est des films très différents des films américains, qui sont plutôt des films sérieux, qui sont des films plus hardcore que les films français, plus cuir, plus documentaires. Et les films français, pas tous évidemment, mais pour la plupart, il y a quelque chose de très bâclé, de très léger, de très aigriard, quoi. Ouais. C'est des films souvent assez drôles. Alors, on ne sait pas si c'est voulu ou non.
Mais c'est tellement fait à la va-vite, avec une espèce de je m'en foutisme, souvent tourné en une après-midi, dans un décor, où tous les personnages sont doublés par le même acteur ou la même actrice. Donc il y a quelque chose d'à la fois très innocent qui me plaît beaucoup dans ces films, et en même temps d'un peu idiot. Et je trouve que embrasser cette idiotie, essayer de l'intégrer dans un film, ça c'était un pari qui me plaisait aussi, et intégrer l'idiotie sans qu'elle nuise évidemment aux sentiments des personnages et aux émotions, quoi. Mais pour moi elle fait partie des personnages et de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils sont dans la vie, et donc voilà, ne pas avoir peur d'être idiot quand on fait des films. Mais il y a quelque chose qui est très attendrissant, de quelque chose de très tendre. Il y a le personnage de Nicolas Maury qu'on avait vu en soubrette dans Les Rencontres d'après une nuit, puis là qu'on retrouve, et qui donne des contrepoints comme ça à l'histoire, le cœur de l'histoire, qui est quand même une histoire d'amour, de cœur brisé, une histoire avec un élan romantique assez oui, incroyable. Puis c'est le confident des amours de l'héroïne. Donc voilà. C'est un beau personnage, c'est un personnage qui reçoit, c'est un personnage miroir. Donc puis c'est un personnage qui est en fascination totale pour le personnage de Vanessa Paradis, et qui va jusqu'à se travestir en Vanessa Paradis dans les films porno qui tournent en tant qu'acteur. Donc j'aime bien cette relation miroir, cette relation fraternelle en fait entre Nicolas et Vanessa dans le film. Levez la main, si vous voulez. Micro, tout le monde tu intimides tout le monde. Bah non, pourtant. Je suis pas intimidant. Oui. J'avais une question très... tout à l'heure, on a parlé de la pellicule et tout ça, et donc je voulais juste savoir, c'est une question qui me taraude depuis qu'on a vu le film, c'est si le message qui est inscrit sur la pellicule, vous l'avez du coup vraiment fait, image par image, pour que ça s'inscrive comme ça en fait. Oui, bien sûr, on a tout fait en vrai, tout est vrai, et c'est un cinéaste expérimental qui s'en est chargé, qui s'appelle Yves-Marie Mahé, voilà, qui est un cinéaste expérimental assez punk, qui fait des films brûlots assez réjouissants, très drôles et très idiots aussi parfois. Donc voilà, c'était une joie de lui demander de faire ce petit travail, quoi. Ouais. Mais quasiment rien n'a été fait en post-production, si ce n'est les yeux blancs des oiseaux aveugles. Voilà. Mais sinon, tout est fait en direct, tous les effets spéciaux. Pour rappel, c'est un moment où l'héroïne gratte la pellicule et Marc, tu m'as tué. Tu m'as tué, et ça donne lieu à un moment... c'est très émouvant. Il y a énormément de moments où on écrase sa petite larme, où voilà, parce que c'est très très romantique de dire tiens, je communique avec la femme que j'aime, qui est ma monteuse, par le biais de la pellicule. C'est une déclaration d'amour incroyable, et au cinéma, et voilà, Mais tout film est une bouteille jetée à la mer avec un message d'amour à l'intérieur, quoi. Et justement, est-ce que c'est pas trop dur maintenant de faire un film sur pellicule? Comment on convainc le producteur? Est-ce qu'il y a des fonds supplémentaires à trouver à l'heure du numérique? Non, en fait, c'est pas si dur que ça quand on a vraiment envie et quand on voit le résultat. On se rend compte que ça vaut le coup de tourner en pellicule. Alors sur un tout petit film, c'est plus compliqué, mais Les Rencontres d'après-minuit, on l'a fait avec 600 000 €. On a quand même réussi à tourner en 35. C'était à 5 ans, donc la pellicule était encore... C'était un tout petit peu moins cher qu'aujourd'hui. Mais en vérité, le surcoût est pas énorme. Et puis surtout, on imprime moins de choses. Donc on tourne moins, on tourne un peu moins. C'est-à-dire que le montage est plus court, parce qu'il y a moins d'images à monter. Et on n'est pas dans l'espèce de flow incessant du numérique. Et moi, je trouve que c'est beaucoup de temps gagné, en fait, la pellicule, plus que de temps perdu. Et puis, il y a tout ce cérémonial autour de la caméra, autour de la pellicule, autour de chaque prise qui est vraiment précieuse, parce que chaque prise est rare, chaque prise est précieuse, chaque prise est chère. Moi, j'adore ce cérémonial un peu magique autour du dieu cinéma, quoi. Et tout le monde est vachement plus attentif aussi, parce que la caméra, elle tourne quand il faut tourner, elle tourne pas en continu. Et je trouve que ça instaure une atmosphère très très particulière, une tension sur les tournages qui est assez belle.
coup, par rapport à... Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Par rapport à ça, par rapport au fait que vous tournez en pellicule, comme vous disiez, qu'il y a beaucoup d'attention, ouais. Est-ce qu'il y a une part de... Il y a peu d'improvisation, en fait, qui est laissée pour les comédiens? On est dans des choses de... Il y a peu d'improvisation, mais en fait, je tournerai en numérique. Je pense que ça serait pareil. J'arrive avec une mise en scène assez précise. J'installe quelque chose, j'installe un décor avec mes techniciens, mes collaborateurs. On installe les lumières, etc. Après, moi, j'ai des plans dans ma tête, mais je vois aussi si ça correspond, si j'arrive pas à y mettre mes comédiens trop difficilement. Donc, d'abord, je fais une répétition avec mes comédiens, ce qu'on appelle une mise en place avant qu'ils aillent au maquillage ou la plupart du temps, avant qu'ils aillent au maquillage ou au costume. Je répète le texte avec eux et je vois un peu naturellement quel serait leur mouvement dans l'espace, pour pas qu'ils se sentent prisonniers de la mise en scène, en fait. Ça, c'est très très important. Donc j'adapte aussi ma mise en scène en fonction des comédiens. Pas toujours, parce qu'il y a des choses auxquelles je tiens de manière très très précise et un peu comme ça, très directive. Mais pour moi, le cœur d'un film, c'est vraiment les acteurs. J'ai envie que mes acteurs soient bons, soient à l'aise et soient libérés de l'emprise de la caméra, de la mise en scène. Donc ça, c'est très très important de faire cette mise en place avant toute chose. Merci. Merci. Et ce jeu des acteurs qui est toujours dans une espèce d'artificialité ou toujours un degré au-dessus. Ouais, mais ça, je m'en rends pas compte en fait. Moi, j'avais l'impression de faire un film dialogué très très naturellement. Donc, je me laisse guider par la musique que j'ai dans la tête et quand j'écris mes dialogues et voilà, je gère un peu la partition de cette musique. Et pour moi, il y a dans les rencontres d'après-midi, je m'en rends un peu compte. Dans celui-là, pas tant que ça, en vérité. Je trouve pour moi, il n'y avait pas d'autre manière de dire ces dialogues. Alors, c'est les dialogues, peut-être, qui sont un peu artificiels, qui sont... Quand je dis artificiel, c'est qu'on est... Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Hein. Second degré, l'ironie... Ah non, je suis jamais dans le second degré. Je fais des films au premier degré. Vraiment. Ah non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'ironie... Jamais, quoi. Le sexe peut être tendre, la crudité peut être tendre. Mais je trouve que c'est ce qui caractérise aussi tes univers. C'est-à-dire qu'on entend des choses, on peut dire ou on peut être choqué, ou on peut se dire tiens, je suis dans un genre. Et ben non, c'est ce qui l'emporte, c'est l'élan de cœur, l'élan du cœur. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est les terres de contraste. Et c'est effectivement de créer des carambolages, quoi. Ouais. Donc ce carambolage-là, oui, il est là depuis longtemps, effectivement. Mais pour rebondir sur cette question mais j'y tiens, de ce côté premier degré, parce que moi, quand j'écris mon film, je me mets dans la peau de chacun de mes personnages. Pour moi, c'est très très important. Donc il n'y a pas d'ironie par rapport à eux, il n'y a pas de second degré. Il y a de la malice, on s'amuse. Je veux pas que le spectateur soit au-dessus d'eux. Je veux qu'ils s'amusent avec eux, en fait. Pour moi, c'est hyper important. Qu'il n'y ait pas une espèce de statut d'auteur qui regarde ses personnages un peu de haut. Au contraire, moi, je suis toujours au même niveau qu'eux, quoi. C'est fondamental pour moi. Donc, pas de second degré, surtout pas, quoi. Mais quelque chose de ludique, ouais. S'amuser avec ses personnages et la fantaisie et l'émotion qui passe, oui, comme je le disais tout à l'heure, par quelque chose de grotesque, un peu, ouais. Mais c'est jamais contre le personnage. Et par rapport au personnage de la bouche, que j'aime beaucoup, hein, je me demandais comment il avait été écrit ou pensé dans le même temps que les autres, ou parce qu'on a l'impression qu'il est un peu à l'écart et en même temps qu'il s'étouffe, qu'il y a quelque chose de... l'histoire pouvait se construire autour de lui, en fait, je trouve. Mais... J'aime bien l'idée que l'histoire puisse se construire autour de presque chacun des personnages et qu'on puisse voir l'histoire du point de vue de chacun, en fait. Même si c'est des petits personnages. Et effectivement, il y a ce personnage de Bouche d'Or, pour rappeler qui c'est. C'est ce qu'on appelle un fluffer en anglais. C'est un personnage qui stimule les acteurs sur le plateau en taillant des pipes. Donc voilà, qui est joué par le personnage que vous avez vu à la toute fin qui est un homme-enfant, en fait, dans une combinaison de garagiste, en fait, parce que voilà, le plateau des pornos se passe était installé dans un garage, et ça, pour le coup, c'est un personnage qui a été trouvé par mon co-scénariste. Donc c'était une super idée d'avoir ce personnage très tendre et très innocent,
qui taille des pipes pour le plaisir, parce que voilà, il vit chez sa mère, donc il a besoin de rien pour vivre. Et juste dans le plaisir de donner du plaisir, en fait. Mais c'est ça, quand on fait du cinéma, c'est ça aussi, c'est le plaisir de donner du plaisir. Jusqu'à... Je ne dirais pas que je... Shakespeare. Oui. Ben ouais, totalement bien à fleur sûr. de peau, totalement une sorte de boule de sensibilité, de sentiment. Mais c'est un super acteur qui s'appelle Pierre Pirol, et qui est vraiment génial, et qui en fait jouait un des personnages de Casimir dans L'île aux enfants. Je ne sais pas si vous avez connu Casimir. Voilà. Il jouait Patanoc. Voilà. D'accord, ok. Ça me rappelle. Dans les couleurs du film, ça me fait penser aux couleurs de Casimir. Et ça remonte à l'enfance, hein, donc j'y avais jamais pensé, mais ça me va très bien. J'assume le côté L'île aux enfants. C'est un peu L'île aux enfants, L'île aux adultes. Mais voilà. Avec Patanoc au milieu qui taille des pipes, c'est fantastique. Pourquoi pas, hein. Ouais, le nom me dit quelque chose. Là, il y a des spécialistes de L'île aux enfants. Peut-être que tu peux nous parler. S'il y a encore d'autres questions. Ouais. Mais parce qu'on enregistre en fait. Moi, j'avais une question par rapport à l'image du corbeau. Parce qu'il y a un corbeau, en fait, ou un oiseau, je ne sais pas, qui revient, qui visite les victimes, les futures victimes à chaque fois, un peu comme un mauvais présage. Et je voulais savoir comment vous l'avez pensé, comment il est censé être interprété, et comment vous l'avez pensé. En fait, c'est un oiseau inspiré d'un oiseau de légende qui s'appelle le Caladrius, et qui était un oiseau qui était censé guérir au Moyen-Âge les morts, enfin les malades très très graves de toutes leurs maladies. Alors l'idée, c'est un peu comme c'est raconté dans le film. On laissait les malades dans la forêt et l'oiseau venait à eux, était censé bouffer un peu manger leur maladie, et du coup les délivrer de leur maladie. Mais c'était important que le mourant soit laissé seul avec l'oiseau dans la forêt. Ça, j'aimais beaucoup ça. Et après, on a rajouté avec mon co-scénariste cette idée pour se débarrasser de la maladie, l'oiseau fonce vers le soleil pour brûler la maladie, et à force d'aller vers le soleil, il devient aveugle. Donc c'est un mélange de fiction pure et en même temps de choses inspirées d'une légende du Moyen-Âge, quoi. On pense à Argento aussi, à Opéra. Oui, l'oiseau qui mâche le cristal. L'oiseau la plume d'oiseau qui devient l'indice paranormal presque de l'enquête, quoi. Ouais. Parle-nous aussi de la musique, parce que la musique est faite... tu travailles toujours avec ton frère, je crois, qui est leader, fondateur du groupe M83. Pas MC, M83. Donc parle-nous de ça, de ce travail-là. Est-ce que lui, il intervient très en aval, très en amont du projet? Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Lui, il préfère travailler sur les images quand le film est déjà pré-monté. Oui, d'accord. Okay. Après, il y avait des séquences pour lesquelles on avait besoin de musique, par exemple la séquence du cabaret. Donc il a composé la musique du cabaret à l'avance, parce qu'on devait faire du playback sur cette musique-là, sur ces paroles. Mais sinon, non, il compose tout à partir du montage, quoi. Il s'inspire du rythme du montage pour Toi, tu donnes des pistes, des couleurs, ou tu le laisses totalement libre, je laisse assez libre quand même. Par rapport on a eu vachement de mal à se trouver, là. Ça a mis vachement de temps. Je pense que ça a mis un gros mois avant de trouver les premières couleurs, la justesse des couleurs musicales de ce film-là. Pour les rencontres, ça avait été plus facile. Il fallait aller très très vite pour les rencontres. On avait très peu de temps, donc il a travaillé très très vite. Mais peut-être que sur les rencontres, la couleur était peut-être plus la même. Là, il y a beaucoup de choses très différentes, et notamment le fait ça l'angoissait beaucoup de travailler sur des musiques de porno gay. Parce que mon frère est très hétérosexuel. D'accord, ok. Et dès le départ, il m'a dit les musiques de porno gay, tu vas les chercher dans les banques musicales, tu vas bien trouver des vieilles musiques de porno gay des années 70, sinon ça doit exister. Je dis ok, mais quand même, j'aimerais bien que ce soit toi qui les fasses, quoi.
Et il a fini par céder, j'ai insisté, et au final, moi je trouve que c'est vraiment les meilleures musiques du film, c'est les bandes-sons qu'il a composées pour les pornos gays, quoi. Notamment la musique dans le film qui s'appelle Le Tueur Homo. Oui, et je trouve que ce titre-là, il est génialissime, quoi. Vraiment, je l'adore. D'accord. Donc tu es le premier fan de ton frère. Bah oui, mais c'est important de travailler avec des gens dont on est fan. Moi, je suis fan de tous les gens de mon équipe, quoi. Non, mais c'était pas du tout. Y a pas de second degré là-dedans, mais c'est vrai, c'est ça l'émulation aussi, c'est travailler avec des gens qu'on admire et du coup essayer d'être un peu à la hauteur de leur talent, quoi. On retrouve dans ton film aussi un réalisateur que t'aimes beaucoup, c'est Bertrand Mandico aussi, vous êtes amis, je crois. Bah, oui, et vous avez des cinémas qui sont assez différents, mais des univers en tout cas. Ouais. Et là, il devient le cadreur de ton film dans le film. Ouais, le chef opérateur de l'équipe d'Anne Parez. Ça, c'était important pour toi. C'était important c'est important d'inviter des amis, c'est important d'inviter des gens dont on aime le cinéma. Ouais. Donc il y a Jacques Nolot qui est dans le film, il y a Bertrand Mandico. Moi, je suis un grand admirateur aussi du cinéma de Bertrand. Je suis fan, et puis on a été un peu biberonnés aux mêmes choses. On a beaucoup d'influences en commun. On fait les films de manière très très différente, c'est vrai. Mais il y a des obsessions en commun. Il y a beaucoup d'acteurs en commun. On se pique des techniciens. Alina Levenson. Il y a Alina, qui apparaît le temps d'une scène. Il y a Nathalie Richard aussi qui double la chanteuse du cabaret, qui arrive à la toute fin. Et puis il y a 2-3 acteurs aussi qui étaient déjà chez Mandico. Et puis voilà, lui il a rencontré par exemple Pauline Jacquard qui joue dans Ultra Pulp, qui joue Apocalypse dans Ultra Pulp, la jeune fille qui est désirée par Alina Levenson au début du film, et qui était la chef costumière d'un Couteau dans le cœur. D'accord, ok. Donc il y a plein de passerelles qui se font, et on a la même. Il a rencontré aussi Gabrielle Desjans, qui était la chef décoratrice sur Les Îles, mon précédent court-métrage. Et donc voilà, c'est super que ça circule comme ça. Circule, et en même temps, encore une fois, ce sont des univers. Ouais, bien sûr. On se dit pas, tiens, il y en a un qui, qui pompe sur l'autre, ou qui, c'est vraiment, vous avez vraiment des univers propres, quoi. Ouais. Pas toujours propre, mais. Non, oui. mais voilà. Singulier, voilà, on va dire ça comme ça. On va. Tes projets. Si tu as envie d'en parler. Non, mais pour l'instant, c'est un peu flou, là. Rien de. L'accueil du Couteau dans le cœur, ça a été dans la presse, il y a eu des articles un peu. Virulents, un peu. Mais toi, tu t'y attends, c'est la règle du jeu aussi. Oui, c'est la règle du jeu. Après, on s'y attend. À Cannes, comment ça s'était passé? C'était parce qu'il y avait un côté un peu sulfureux, on attendait un peu le film. Comment tu l'as vécu? On le vit sans le vivre, parce qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement de tensions que du coup, on est un peu. Je pense qu'on se protège. Du coup, on met une espèce de barrière entre soi et le film, en fait. Donc c'était une espèce de rêve éveillé, bizarre, un peu violent aussi, parce qu'effectivement, dès le lendemain, il y a des choses très, très violentes qui sont parues dans la presse, et aussi des choses très, 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 très belles et très, très élogieuses. Donc, mais quand on est cinéaste, je crois qu'on a toujours tendance à aller chercher plutôt les choses négatives, et au bout d'un moment, même si on s'y attend, c'est quand même violent, quoi. Ça atteint. Mais c'est comme ça fait partie du métier. Moi, j'ai écrit aussi, j'ai été critique de cinéma avant de faire des films, et j'ai été. T'as éreinté des films aussi, bien sûr. Donc c'est bien, je me le reprends dans la gueule, c'est normal. Tout va bien. Et donc les projets, je commence à imaginer un film là, ça commence à faire son petit chemin dans ma tête. Mais je pense que ce serait quelque chose de très très différent. Bon, on se dit toujours ça, et au final on fait toujours le même film. En tout cas, on essaie de se convaincre que ça va être différent, quoi. Je t'ai fait choisir là dans la boutique quelques DVD qu'on a posés sur la table. Je laisse le son aux gens de découvrir. Parle-nous peut-être d'un film de Schroeter. Ouais, il y a un film de Schroeter qui est magnifique avec Carole Bouquet, un film qui est pas très connu, qui s'appelle Le Jour des idiots, qui est un film qui se passe dans un asile de femmes, en fait, où il se passe plein de choses, notamment une scène du Rolani, c'est assez dingo. D'accord. Une femme, une patiente qui
qui fait pipi sur une autre. Enfin voilà, sans trucage. Mais voilà, ça c'est pour les pervers. Mais par ailleurs, le film est d'une poésie et d'une beauté assez hallucinée. Et je crois que c'est vraiment le meilleur rôle de Carole Bouquet de loin. Quoi. Elle est complètement déchaînée dans le film, elle est magnifique. Enfin, très très loin de la Carole Bouquet glacée qu'on connaît. Qu'on trouve parfois chez... Alors c'est toujours un peu glacé, mais dans la folie, dans l'hystérie, dans la décadence totale, quoi. C'est un film merveilleux. Autre film, un film de Mario Bava, tu as choisi. Ouais, c'est Femme pour l'assassin, un peu pour les couleurs, le goût du baroque, le plus beau générique de début le générique de début de film que je connaisse. Un générique très musical avec la musique de Carlo Rusticelli où les personnages sont présentés, les acteurs sont présentés face à côté de mannequins dans des poses très suggestives, très lascives, très mystérieuses, quoi, avec les éclairages qu'on connaît de Bava, les éclairages roses, bleus. Voilà, rien que pour cette séquence de générique, c'est un film incroyable, quoi. Bon, on laissera tout le monde découvrir les autres films. On va pas faire le tour des 10, mais voilà. Merci beaucoup, Yann. Merci d'être venu. Merci à vous tous. Voilà, ça fait du bien aussi d'avoir des films. Voilà. Merci. Merci. Bonne continuation. Ouais, à très bientôt. Plaisir. Et merci d'être venu. Bon, alors, bande-annonce de Sperme et d'eau fraîche. Ouais. J'ai très hâte de le voir, ça. Ouais, et puis je pense que tu vas bien rigoler avec cette présentation macabre. Ouais, bah, alors, je suis curieux de savoir ce que c'est. Très accord du diable. D'accord. Bah, je vais rentrer chez moi et je vais tout de suite voir ça. Ouais. Moi, je mets pour Vincent. Oui, bah oui.